Alors, cette conférence, elle a pour objectif d'être informative, hein, parce que ce qu'on va vous dire aujourd'hui peut changer demain. On le voit aujourd'hui, puis Nathalie va rentrer plus en détail. On voit qu'il y a énormément d'ajustements des lois, des normes par rapport à ce que l'on vit au niveau de la pandémie, puis aussi par rapport aux impacts suite à la pandémie. C'est-à-dire que on attend un taux de chômage qui va être supérieur après cette période-là. Donc, est-ce que le nombre de visas sera toujours aussi nombreux? Est-ce que les possibilités d'immigrer aussi facilement dans certains cas seront toujours pareilles? Ça, il y a plein de choses qui vont être amenées à changer avec le temps. Donc, notre objectif n'est pas de vous dire que ce qu'on va vous dire aujourd'hui est une vérité vraie et que ça va rester cantonné comme ça pendant des semaines et des mois. Tout est variable. C'est pour ça que nous, chez Patrimoine RH, on travaille avec des experts et dont Nathalie en fait partie en immigration parce que c'est un job à temps plein de comprendre, de voir les évolutions des documents, des formalités et des processus. Donc, ça demande énormément de temps par rapport à tout ça. Je vais commencer tout de suite par rentrer un peu dans le vif du sujet avant de passer la parole à Mathilde. C'est de comprendre pourquoi aujourd'hui les entreprises québécoises recrutent à l'international. On fait face depuis plusieurs années à une vraie pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble de la province du Québec. Alors, c'est sûr que c'est aussi vrai dans le Canada, mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas de parler du Canada parce qu'on n'aurait pas assez de temps par rapport à ça, mais on va parler du Québec. Énormément de besoins de personnel dans plein de métiers, plein de secteurs différents. Je fais un peu abstraction de ce que l'on vit actuellement parce que l'après-crise, je veux dire, on est peu nombreux à savoir ce qui va se produire après. Est-ce que l'économie va repartir tout de suite? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce qu'il y a des métiers où on va se retrouver avec beaucoup trop de gens et il va falloir que les gens changent de carrière? Ça, on n'en sait rien. Donc, aujourd'hui, on va quand même parler de ce que l'on maîtrise, ce que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble de la province du Québec. Souvent, les gens ont plutôt tendance à penser que la pénurie de main-d'œuvre est plus forte dans les grandes villes comme Montréal ou Québec. Et en fait, c'est pas la vérité. Souvent, des régions comme Montréal, bah, il y a des taux de chômage plus forts. Et souvent, le taux de chômage pour les immigrants est encore un peu plus fort que dans d'autres régions. Donc, quand on a un projet d'immigrer dans un pays, bah, c'est peut-être aussi d'aller là où c'est un peu plus facile, des fois en région. Alors, quand on parle en région, ça peut être des villes un peu plus petites que Montréal, mais ça peut être aussi des villages, hein, ça peut être un peu partout dans la province. Et ça amène plus d'opportunités. Hein. Pourquoi je partage ça? Parce que souvent, on a des gens qu'on accompagne et qui nous disent, bah, moi, je veux aller absolument travailler à Montréal ou à Québec, mais des fois, c'est un peu plus complexe selon les métiers qu'occupent les gens. Aujourd'hui, le Québec a ce qu'on appelle des listes de métiers reconnus comme prioritaires. Avant, c'était une liste qui existait sur l'ensemble de la province, qui sortait, mais là, comme Nathalie nous en parlera tout à l'heure, qui sortait une fois par an et qui représentait une même liste pour toutes les régions du Québec. Depuis 2 ans maintenant, on a des listes qui sortent par région. Et donc, chaque région a sa liste de métiers pénuriques. Donc, vous pouvez être reconnu comme, votre métier peut être reconnu comme pénurique dans une région et pas dans une autre. Donc, ça, c'est important aussi de comprendre ça parce que des fois, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a plus d'emplois dans tel secteur à Montréal, puis il y en a un peu moins dans d'autres régions et vice-versa. Tout simplement parce que les listes ne sont pas les mêmes et elles changent chaque année. Vous allez voir à quoi servent ces listes-là, comment ça peut vous aider ou aider les entreprises qui recherchent vos compétences à vous faire venir. La plupart des gens qui arrivent au Québec arrivent en immigration, ils arrivent avec deux types de statuts. Ils arrivent avec soit le statut de la résidence permanente, donc ça veut dire que les gens ont fait leur propre démarche, mais ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si certains qui nous écoutent aujourd'hui ont ce genre de démarche, mais ça prend énormément de temps, entre 2 et 4 ans, et selon même certains pays, ça peut être encore plus long. Donc, c'est une démarche qui est longue où il y a ce qu'on appelle le recrutement et donc l'immigration temporaire. Alors, souvent, temporaire, ça fait un peu peur parce qu'on associe ça à des contrats temporaires, hein, comme on peut trouver en France, hein, les agences de placement temporaires. Là, on parle de contrat temporaire, enfin de visa temporaire. C'est le temps que vous puissiez, si vous désirez rester ici, régulariser votre situation et donc de devenir des résidents permanents. Donc, ces visas-là sont entre 1 an à 3 ans selon le métier et permettent aux entreprises de recruter quelqu'un, de l'intégrer assez rapidement dans leurs équipes et puis de laisser la personne faire ses démarches de résidence permanente et puis de pouvoir continuer après, quoi.
Donc, sachez qu'aujourd'hui, les entreprises québécoises, avant la crise, étaient très actives sur le recrutement à l'international. Ce qui freine un peu, c'est que le gouvernement du Canada a son œil aussi, ou donc son tampon à mettre aussi pour que les gens puissent rentrer au Québec. Et ça fait partie je pense que c'est la seule province, mais ça, Nathalie, pour revenir, c'est la seule province où en fait il y a deux types de tampons à avoir ou de validation. Il y a le fédéral et il y a le provincial pour que votre dossier soit accédé. Donc c'est ce qui fait que des fois les dossiers sont un peu plus longs, mais les entreprises ont des vrais besoins. Elles sont prêtes à recruter, si ce n'est que l'administration prend un certain temps. On est dans un pays aussi où c'est une immigration choisie, hein, faut le comprendre. Donc ça veut dire qu'on veut faire venir des gens, mais il faut que ces gens-là répondent à des besoins de compétences pour pas avoir des gens qui se retrouvent arriver dans un pays puis pas trouver d'emploi. Donc il y a vraiment une forte, une forte validation du besoin des entreprises versus des gens qu'on fait rentrer au Québec. Donc voilà, ça c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui les entreprises québécoises recrutent, elles ont vraiment besoin de main-d'œuvre, non seulement parce que l'économie est en croissance depuis plusieurs années, même si on peut imaginer que cette année ça va être un peu différent, mais aussi par rapport au départ en retraite. Il y a énormément de gens qui vont partir dans les 2 prochaines années. Ça fait 3 ans là qu'on dit qu'on va être dans le pic des départs à la retraite. Et donc là, c'est que même si demain l'économie devenait un peu plus difficile ou que la croissance soit plus faible, malgré tout, il va y avoir des départs en retraite. Et ces départs en retraite-là, il va falloir quand même les remplacer. Donc si même il n'y avait pas plus d'emplois, il y aura moins de gens prêts à travailler. Donc on aura besoin de collaborateurs et de personnes au Québec pour l'avenir. La seule chose qui met peut-être un frein à tout ça, c'est le délai qu'il va falloir. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un besoin de compétences aujourd'hui, par certains processus, et puis là, Nathalie va vous en parler, ben, ça prend quand même du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on accompagne des entreprises de notre côté, il ne faut pas que l'entreprise nous dise ben, j'en ai besoin pour dans 2-3 mois, c'est impossible, ou quasiment impossible. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est difficile. Par contre, il faut qu'elle envisage d'avoir des besoins dans un an, entre 9 et 12 mois. C'est quoi mes besoins de personnel dans 9 ou 12 mois? Ben là, on va être capable de les accompagner. Puis vous, en tant que candidat qui êtes prêt à immigrer, ça vous laisse le temps aussi de préparer vos dossiers, puis de vous faire recruter, parce que il faut déjà se faire recruter avant de pouvoir envisager faire les démarches auprès de l'immigration. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au recrutement. Oui, il y a des vrais besoins au Québec. Je pense qu'il y a assez d'articles qui sortent là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner après la crise? Il y aura toujours des besoins. Est-ce que les frontières seront un peu plus hermétiques? Sûrement. Est-ce que les dossiers prendront plus de temps? Il y a de grandes chances. Mais il ne faut surtout pas que les gens perdent espoir qu'ils puissent venir travailler ici. Il y aura des opportunités d'emploi. Alors maintenant, je voudrais passer la parole à Mathilde. Donc Mathilde, qui est arrivée au Québec depuis bientôt 2 ans et qui va nous partager un peu, elle, comment ça s'est passé pour toi, Mathilde, ton arrivée, ton intégration, les démarches que tu as faites. Parle-nous un peu de ton parcours. Mais moi, je suis déjà venue une première fois il y a 8 ans avec un permis de stage. Donc, j'avais fait un stage de fin d'études au Québec. Donc, je m'étais déjà fait tout un réseau déjà sur place. Et puis après, en France, j'ai travaillé avec les clients de la Chambre de commerce. Donc, je faisais pas mal d'échanges entre la France et le Québec. Je dis ça parce que ça m'a permis d'avoir déjà un réseau de contacts au Québec et je voulais revenir. Et donc, plusieurs fois, j'ai demandé le PVT. Je l'ai pas toujours eu. Je l'ai eu pas du premier coup. Et en fait, ben, on postule sur une plateforme et c'est un tirage au sort. En fait, il faut avoir moins de 35 ans et si on est chanceux, il y a plusieurs, voilà, je crois qu'il y a 3 tirages par an. Et si on est chanceux, on fait partie des sélectionnés. Donc, on reçoit un message de l'ambassade du Canada qui nous demande de procéder à un paiement. Donc, c'est l'équivalent, je crois, de un peu plus de 250 $, 230, je sais plus. On procède au paiement et à partir de ce moment-là, on a un an pour pouvoir venir sur le territoire pour valider son visa. Et dès qu'on a posé les pieds sur le territoire, on a 2 ans de permis de travail. Donc on peut revenir entre-temps, on peut voyager, on peut sortir du territoire et revenir. Mais voilà, ça permet de travailler dans tous les secteurs d'activité au Canada. Bon, ça, il y a des spécificités pour certains, mais la plupart, on peut travailler. Et donc voilà comment je suis arrivée au Canada. OK. Il y a pas de Euh, question.
le principe que toi, tu es venu avec un PVT, ça veut dire que tu n'étais pas attaché à une entreprise, hein, c'est-à-dire que tu pouvais travailler dans n'importe quelle organisation, ce qui est un des avantages du PVT, même si, comme je comprends, bah, il y a les tirages au sort, donc ça demande un peu de chance. Mais arriver ici, une fois que tu as ton visa, tu peux venir ici et travailler dans n'importe quel type d'industrie, quoi. Ouais, ça laisse une grande liberté. C'est vraiment une belle opportunité de pouvoir, surtout que ça a été déplacé à 2 ans. Auparavant, c'était 1 an, donc ça dépend des pays, mais avec la France, on a la chance d'avoir 2 ans. Donc ça permet de vraiment prendre le temps de trouver un poste parce qu'il faut quand même, comme je dis, moi j'avais déjà un réseau sur place, mais il y a toujours dans l'intégration d'un nouveau pays, il faut se faire un réseau. Ça marche beaucoup par réseau ici. Donc prendre le temps de comprendre la culture, comprendre les codes, et je trouve que 2 ans, ça permet vraiment de valider si on souhaite rester par la suite ou pas. Donc c'est une Ok. bonne opportunité. Euh, Là, donc, toi, ça va faire combien de temps que tu es sur le territoire maintenant? Mais ça va faire plus d'1 an et demi, hein, 1 an et 7 mois, je crois. Ouais, ça fait ouais, 1 an et 7 mois, Ok. effectivement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, tu arrives à la fin de ta période. C'est quoi l'avenir pour toi? C'est quoi les démarches? Alors Comment là, tu vois? j'arrive à la fin de ma période, sachant qu'on est dans une période un petit peu délicate parce que Nathalie va nous partager, on va voir les nouvelles directives par rapport à l'immigration. Enfin, tous les jours, on essaye de se mettre au courant. En fait, il faut que je valide 1 an de travail avec plus de 30 heures de travail, 30 heures de travail par semaine avec le même employeur. On peut avoir plusieurs employeurs si on a on a changé d'employeur durant les 2 ans. Mais en tout cas, il faut pouvoir valider 52 semaines de travail avec 30 heures travaillées, et après on envoie une demande euh, une demande pour pouvoir que notre employeur valide notre offre de travail. Donc voilà, je vais pouvoir envoyer un dossier pour pouvoir que mon employeur valide mon métier pour avoir premièrement un visa fermé. Ok. Voilà. Donc là, en fait, après ton PVT, c'est un visa fermé. C'est un visa fermé qui va durer combien de temps à peu près? Ben ça, je peux pas trop répondre encore à ça. Peut-être que Nathalie, elle pourrait mieux répondre à ça. Par la suite, parce que même pour moi, en fait, j'en apprends tous les jours et c'est pas trop délicat. Mais en fait, c'est un permis qui me permettra après de faire ma demande de résidence permanente. Donc, ça va ouvrir, en fait, d'avoir cette validation. Ça va me permettre de créer mon dossier pour envoyer mon dossier de résidence permanente. Comme des étapes à suivre. Mathilde va avoir, effectivement, comme tu dis, Mathilde, tu vas avoir 2 étapes. Pendant que tu vas demander ta résidence permanente, il va falloir que tu gardes ton statut temporaire valide, qu'on appelle. Mm. Alors, c'est lorsque tu parlais de faire une offre validée, ça va dépendre de ton employeur. Si ton employeur décide de te donner, exemple, de te faire une offre sur un contrat de travail de 24 mois, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller chercher un permis de travail de 24 mois en attendant ta résidence permanente. Parce D'accord, que donc c'est en fonction en fait, c'est en fonction de l'employeur, la durée du contrat. D'accord. oui, oui, effectivement. Alors, puis quand vous êtes au Canada, puis vous êtes dans un processus parallèle de permanent et temporaire, bien, il faut vous garder toujours un statut valide, votre statut temporaire valide. Alors, c'est pour ça qu'il y a un processus parallèle qui se fait au travers. Ok, super. Ok, parfait. Pour toi, Mathilde, avant que je passe la parole à Nathalie qui rentre plus dans les détails, est-ce que pour toi, ça a été une bonne façon d'arriver au Québec? Est-ce que tu conseilles les gens qui peuvent bénéficier de ça de le faire? Comment tu vois ça? Moi, je trouve que le PVT, donc, c'est vraiment, c'est une magnifique opportunité. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu stressé de l'avoir ou pas, parce que c'est une question de chance. Moi, je l'ai demandé plusieurs fois, parce que depuis que j'étais partie au Canada une première fois, j'avais déjà mon expérience et je connaissais déjà que je voulais vraiment y retourner. Donc, il faut réessayer chaque année. Je vous invite à vraiment essayer. Et c'est vraiment l'opportunité. Vous avez 2 ans. Donc, ceux qui souhaitent voyager auparavant peuvent voyager, comprendre la culture, puis vous interroger si c'est ça que vous souhaitez dans votre chemin professionnel ou personnel. Donc, c'est vraiment un statut vraiment idéal parce qu'on est libre, en fait. Lorsqu'on est dépendant d'un employeur, bah, on est dépendant de quelqu'un. Et ce permis-là permet une grande liberté. C'est-à-dire que si on trouve un métier qui nous convient pas, on a la liberté de pouvoir chercher un autre employeur. Et ça n'a pas de prix, en fait, surtout pour démarrer.
parce que des fois, on se retrouve dans un nouveau pays avec des postes qui conviennent pas particulièrement à notre ancienneté ou au parcours qu'on a fait. On est obligé d'adapter d'autres travails. Donc, c'est quand même ça laisse une grande flexibilité. Et puis, quand on est dépendant de quelqu'un, même si le métier ne nous convient pas, mais on est dépendant d'un permis avec cet employeur, ça peut être source de frustration et de complications. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup Mathilde pour ce partage d'expérience. Puis tu vas revenir avec nous tout à l'heure pour nous partager d'autres choses. Nathalie, je vais te donner la parole par rapport au. Bah, c'est quoi les différentes façons de venir au Québec là? On veut venir ici là. Comment on s'y prend? Parce que je pense que ça intéresse énormément de gens qui nous écoutent, hein. Ben, tu en as parlé un petit peu précédemment, Philippe. Il y a deux façons de venir. On dit au Québec, au Canada aussi, là, mais nous, aujourd'hui, on va parler surtout du Québec, là. Il y a deux façons pour un immigrant d'arriver, de pouvoir rentrer au Québec. Il y a la voie temporaire, puis il y a la voie permanente. Voie temporaire, ça le dit, c'est un statut temporaire, mais cette voie-là peut vous amener à au statut permanent. Alors, du côté de la voie temporaire, vous pouvez arriver comme visiteur. Là, ça ne vous amène à rien, ça ne vous amènera pas à la résidence permanente. Vous pouvez arriver comme étudiant, faire une demande de permis d'études, venir étudier au Québec. Ensuite, à la fin de vos études, pouvoir faire votre demande de permis de résidence permanente, si bien sûr votre programme est un programme désigné. Ou encore, vous venez sur un permis de travail, où vous trouvez un employeur. Vous avez une firme de ressources humaines, il vous trouve un employeur, et puis vous allez chercher un permis de travail. Au bout de 12 mois, comme Mathilde le disait, de 12 mois de travail à temps plein, vous allez pouvoir aussi commencer votre demande de résidence permanente. Fait que ça, c'est la première façon de faire pour arriver au Québec. Deuxième façon, ça peut être la voie directe permanente. OK, vous demandez directement votre statut permanent. Je nomme les programmes, par exemple. Là, le programme s'appelle le Programme des travailleurs qualifiés du Québec. Tout le monde a entendu parler, là, la fameuse, c'est la plateforme Arima. OK? Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont entendu parler, là. Alors, vous entrez votre profil là, sur une plateforme, profil avec la profession que vous faites, vos diplômes, votre âge, si vous avez une famille ou pas, si vous avez voyagé. Vous rentrez plein de facteurs et puis vous êtes alloué un pointage sur ce que vous allez rentrer. Et puis, si le pointage est assez haut, vous allez vous faire inviter par la plateforme pour aller plus loin vers donc soumettre votre dossier pour la résidence permanente. Alors ça c'est ce que Philippe parlait tantôt. C'est très long. C'est la voie la plus longue qu'on peut pas avoir. Compte tenu en ce moment aussi que notre gouvernement a eu des déboires sur cette plateforme-là. Alors, c'est une façon de rentrer. Plusieurs gens, je crois que Philippe, tu as rentré de cette façon-là. C'était la voie permanente directe, si je comprends bien, il y a 9 ans. C'est bien ça, hein, Philippe? C'est ça. Il y a 9 ans, pour rentrer, il fallait compter à peu près 2 ans à l'époque pour arriver. Aujourd'hui, on est vraiment dans des délais qui sont bien supérieurs et il y avait vraiment beaucoup de contraintes, l'âge, la formation et tout ça. Donc, ça demande, oui, ça demande du temps. Ça demande de l'argent et il y a une incertitude tout le temps parce que c'est pas parce que vous avancez dans le processus qu'il va être forcément validé. Donc, c'est sûr qu'avec du recul aujourd'hui, si j'avais à le refaire, ben je le ferais plutôt avec un visa temporaire. Trouver une entreprise qui vous recrute, c'est moins d'argent, c'est moins de tracas, puis vous arrivez au même résultat derrière. Donc, oui. Effectivement, tu as raison. Alors, voici, en tant que travailleur, les façons d'arriver au Canada, là, donc temporaire ou façon permanente. OK. Alors, OK, là, on a un projet et je pense que les gens qui participent aujourd'hui, c'est ça, ils ont un projet par rapport au fait de venir au Québec. C'est quoi le programme? Comment tu conseilles aux gens de se préparer? OK. Étape d'une demande de permis de travail. Règle numéro 1, si vous voulez venir travailler au Canada, au Québec, en majorité, sauf pour certaines conditions, ça prend un permis de travail pour travailler au Québec ou au Canada. C'est la règle numéro 1.
si vous entrez comme travailleur. Alors, il y a des étapes à faire pour obtenir un permis de travail. Première étape, Mathilde et Philippe nous en ont parlé, là, ça vous prend un projet d'immigration mature, hein, comme on pourrait dire. Là, on ne décide pas de venir travailler au Québec comme ça, il faut être préparé. Et je pense que Philippe, tu serais la meilleure personne pour le dire. C'est ton travail de recruter les gens et c'est aussi ton travail de voir si c'est des candidats sérieux. Ben, c'est sûr que j'ai toujours que nous, on travaille pour les deux. On travaille aussi bien pour les candidats que pour l'entreprise. Et puis, il faut que les deux soient satisfaites par la suite et sur le long terme. Trouver un emploi, c'est pas facile, même dans son propre pays. Des fois, c'est un peu plus compliqué, crise économique ou n'importe. Mais quand on décide de changer de pays, là, c'est pas un emploi qu'on vient chercher. Moi, je le dis toujours, là, j'ai plus l'impression d'apporter aux gens une nouvelle vie qu'un job, là. Parce que l'emploi que vous avez aujourd'hui dans votre pays d'origine, bah, vous allez peut-être trouver quelque chose qui est similaire ici. Mais c'est parce que ce qui va tout changer, c'est l'environnement, votre famille qui sera plus là, ou bah, vos proches, en tout cas, seront éloignés. Vous ne pourrez pas forcément retourner facilement chez vous parce que ça demande quand même de l'argent. Vous allez arriver dans une nouvelle culture, des nouvelles façons de penser. En fait, tout va changer là. Puis même votre job, même si vous le connaissiez bien avec de l'expérience, il va changer. Donc, quand on travaille avec les gens les entreprises et puis les candidats qu'on accompagne à venir ici, depuis plusieurs années, souvent les gens disent, ah, vous nous avez posé peu de questions sur les compétences techniques, mais c'est parce que c'est pas là le plus gros risque. Le plus gros risque, c'est de mal préparer son projet d'immigration et de ne pas prendre en conséquence tout ce qui va avec. Faut pas se mentir, hein, quand on arrive dans certains pays où il fait chaud, ou même en France où c'est plus, on va dire, tempéré. Puis là, vous arrivez dans une région qui est le Québec avec 6 mois d'hiver, hein, on va pas se mentir, hein, c'est à peu près ça. Puis vous n'êtes pas prêt à vivre avec des moins 20, alors c'est pas tous les jours, que vous n'êtes pas prêt à aller déneiger votre voiture tous les jours, que vous êtes peut-être pas prêt pour venir au Québec. Puis ça, là, même si vous adorez votre métier, quel que soit votre métier, vous aurez quand même toutes ces contraintes autour et puis cet environnement. Donc ça, c'est important d'avoir un vrai projet de vie, préparé, mûri, réfléchi en couple. Souvent, nous, quand on accompagne des familles, on veut parler aux deux, même si on recrute une personne, parce que souvent, l'entreprise va recruter une compétence, puis le conjoint ou la conjointe va bénéficier d'un visa ouvert. Nathalie pourra en parler après. Mais nous, on veut parler à tout le monde parce qu'il faut comprendre que ça, c'est un vrai projet de vie. Nous, ce qu'on a, avec le nombre d'années maintenant qu'on recrute, les gens, je suis toujours en contact avec eux, je suis content de savoir. Puis il y en a qui repartent au bout de 3-4 ans, puis c'est correct, ils ont fait une belle expérience, c'est normal, la vie est faite comme ça. Mais des fois, des gens me disent, ouais, mais ouais, je trouve que mon dossier, vous n'avez pas pris assez de temps. Ouais, mais si vous n'êtes pas prêt, c'est un risque qui est trop important que de ne pas bien préparer son dossier parce que ça vous coûtera de l'argent de déménager, ça vous coûtera de l'argent d'immigrer. Vous allez peut-être même perdre un job que vous aviez en France, vous allez vendre votre maison, vous allez vous séparer de plein de choses. Ben, si votre projet il n'est pas bien mature et que vous arrivez là et puis au bout de 6 mois, vous commencez à déprimer, vous, votre conjointe, parce que c'est dur, parce qu'il y a l'hiver, parce qu'on est loin de la famille, on ne voit plus ses grands-parents et tout ça, ben, c'est parce que là, il y a de grandes chances que vous alliez vers un échec. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Donc, dans le projet d'immigration, c'est hyper important. Bien dit, très bien dit. Se renseigner sur les aspects, les lois, les lois de la vie canadienne. Nous, on est un pays démocratique ici. On adhère à plusieurs conventions au travers le monde. On est un pays libre. On a beaucoup de lois, notamment au Québec. Alors, il faut que vous soyez aussi au courant là, des lois dans lesquelles vous n'êtes pas habitués dans vos pays. OK, alors se renseigner, lire sur l'endroit où vous voulez immigrer, c'est très, très, très important. Troisième point, s'assurer qu'on est admissible. Je parle toujours là de candidats, le permis de travail. Là. Et si vous décidez de rentrer sur un programme spécifique, mais il faut que vous lisez sur le programme. Il y a des critères à respecter. Exemple, sur le type de profession, les diplômes que vous
faut que vous ayez votre CV, les tâches, votre expérience. Alors, là-dessus, il faut que, si vous voulez être accepté, il faut que vous correspondez aux critères du programme. Il y a un travail à faire. Souvent, c'est mon métier de faire ça, d'accompagner le candidat, puis de faire en sorte que son dossier passe, parce que ça ne veut pas dire que vous allez avoir un oui automatiquement si le dossier n'est pas bien monté, mais ça pourrait que vous ayez un refus, que vous soyez déçu. Alors, c'est mon rôle de faire ça en tant que consultante en immigration. Santé, criminalité, antécédents d'immigration, ça, c'est toutes des choses qu'il faut que vous regardez. Est-ce que vous avez déjà eu des refus au Canada? Vous avez fait une demande de visa, vous avez été refusé. Vous avez fait une demande en Australie, vous avez été refusé. Le Canada vérifie toutes ces choses-là. Et maintenant, avec l'information puis les réseaux qu'ils ont, ils ont accès à beaucoup de données. Alors, c'est important si vous avez eu des refus antérieurement, de le dire. Il y a des solutions qu'on peut apporter à ça. Santé, on vient pas au Canada, exemple, pour se faire soigner. Il faut être le Canada vérifie. Le Canada est responsable de la santé. Donc, responsable de protéger ses citoyens résidents permanents. On le voit, la COVID, avec tout ce qui se passe, il a fermé ses frontières. Le Canada est aussi responsable de la criminalité. Les criminels n'ont pas le droit de rentrer au Canada et le Canada va faire les démarches pour ça. Les reconnaissances professionnelles. Supposons que vous êtes une infirmière une infirmière ou une infirmier dans votre pays. Puis vous voulez pratiquer ce métier-là ici, chez nous. Alors, faut vous assurer que vous pouvez. Nous, par exemple, on a l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Vous devez adhérer à cet ordre-là. Vous devez voir si vos diplômes ils sont admissibles, s'ils vont être acceptés par l'ordre. Alors, c'est toutes des choses que pour vous vérifier là, avant de présenter un dossier. 4, se trouver un employeur. Alors, si vous venez sur un permis de travail, ça vous prend, en général, ça vous prend un employeur. Il faut vous trouver quelqu'un qui est prêt à vous recruter parce que de son côté, l'employeur, pour vous admettre, il va avoir des démarches à faire de son côté aussi. Alors, ça vous prend un contrat d'employeur. Il y a des exceptions. Lorsque Mathilde parlait de son expérience de permis vacances-travail, ça, c'est une exception dans la loi. Elle n'était pas obligée d'avoir un employeur pour s'en venir au Canada. 5, se procurer les bons documents. Si vous dites que vous avez de l'expérience de 5 ans en tant que soudeur, exemple, il faut que vous le prouviez. Ça vous prend des lettres d'attestation. Si vous dites que vous avez étudié à l'université, alors on va vous demander vos diplômes avec vos relevés de notes. Alors, ramasser vos documents, c'est obligatoire. Il faut faire la preuve de qu'est-ce qu'on dit. Faire les démarches auprès du Québec. Chez nous. Lorsque vous rentrez au Québec, on a un système d'immigration parallèle. C'est que le Québec a ses propres critères d'immigration. Il se doit d'accepter le travailleur bien avant qu'il fasse sa demande au Canada. Alors, on doit passer par le Québec, puis ensuite, on fait les démarches auprès du Canada. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu plus long que dans les autres provinces, rentrer au Québec. Parce que la province de Québec doit aussi approuver le candidat. C'est comme ça que on appelle le certificat le CAC dans le langage pour ceux qui ils connaissent le CAC. Mais c'est justement l'acceptation du Québec, certificat d'acceptation du Québec. C'est la province qui vous a accepté pour venir vous établir au Québec. Alors, vous devez passer par le Québec avant le Canada. C'est à peu près tout. Si je peux vous parler du délai de ça, un permis de travail, ça va dépendre du programme auquel vous allez soumettre votre dossier. Alors, il y a des permis de travail qui vont être rapides. Mais quand je dis rapide, il y a des permis de travail d'1 mois. Il y a des permis de travail que vous pouvez avoir en 2 mois, en 3 mois. Comme il y a des permis de travail que vous pouvez avoir au bout de 12 mois.
Ça dépend du processus par lequel vous allez passer, le programme que vous allez choisir. Le programme va dicter le délai que ça va prendre pour obtenir votre permis de travail. Alors, il faut que parfois vous soyez très patient. Merci Nathalie. Nathalie, une des questions qu'on a reçues là, c'est doit-on avoir la connaissance du français pour obtenir un permis de travail? Oui, c'est une bonne question. Ma réponse, c'est oui et non. OK? Ça dépend de l'emploi que vous allez postuler. Si vous venez de façon temporaire et que vous trouvez un employeur, l'employeur, il va avoir des critères en matière de qu'est-ce qu'il voudrait que le candidat ait. Exemple, si vous amenez pour être un infirmier préposé aux bénéficiaires dans les hôpitaux, c'est certain qu'il faut que vous sachiez le français parce que vous allez intervenir avec des humains, des patients. Alors, si vous venez d'un pays comme la France, ils vous demanderont pas des preuves de français parce que vous avez étudié en français. Si vous venez du Maroc, la Tunisie, si vous avez fait vos études en français, ils vous demanderont pas la preuve de français. Par contre, si vous venez d'un pays, exemple, par Mexique, et que vous voulez être infirmier au Québec, il va falloir que vous passiez un test de français. Il faut vous démontrer que vous savez parler le français. OK? Alors, oui et non, la réponse, ça dépend du métier, ça dépend du pays d'où vous venez. Par contre, lorsque vous faites la demande de résidence permanente, parce que là, je vous parlais d'un statut temporaire, je vous parlais de permis de travail. Lorsqu'on tombe du côté de la résidence permanente, la réponse, c'est oui. Il faut que vous démontrez le français et peu importe le pays de provenance, il faut que vous sachiez, pour que vous ayez une connaissance du français qui est quand même intermédiaire, à un niveau intermédiaire à élevé. Alors, la réponse est oui et non. Merci Nathalie. Autre question qu'on a eue là, enfin plusieurs fois d'ailleurs, c'est quoi à peu près les délais approximatifs d'une démarche pour immigrer? Alors, en résident, on va parler surtout de la résidence temporaire, enfin des visas temporaires. Ça dépend des programmes choisis. Tantôt, on va en parler un petit peu plus loin. Mais si on passe par le programme régulier, là, les travailleurs temporaires réguliers du Québec, là, attendez-vous entre 10 mois et 12 mois. Entre le début du processus et la fin du processus. Et ça va dépendre aussi de quel pays vous venez. Parce que les permis de travail, ils sont traités au bureau des visas à l'ambassade du Canada, mais dans votre pays de résidence. Ça dépend d'où vous demandez votre permis. Si vous demeurez en France, alors votre permis de travail va être traité à l'ambassade de Paris. Alors, si l'ambassade de Paris, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, alors ils les traitent une à la suite de l'autre. Il se peut que les délais soient plus élevés à Paris que si vous faites votre demande, exemple, et vous restez au Maroc. Ça dépend aussi du nombre de demandes que le pays a en cours. Alors, mais mettez-vous une moyenne entre 10 mois et 12 mois. Merci. Autre question qui nous est revenue souvent, c'est besoin d'une biométrie, pourquoi? Oui, pourquoi la biométrie? Je vous disais tout à l'heure que le Canada est responsable là, de la sécurité des citoyens canadiens et des résidents permanents. Alors, la façon qui vérifie la sécurité, c'est de vous faire prendre la biométrie. La biométrie, c'est les empreintes digitales. Et puis, ça permet au Canada de voir si vous avez des dossiers criminels. Et puis, donc, c'est pour ça que c'est obligatoire pour tous les pays là, depuis à peu près 2 ans. Alors, on peut pas passer à côté de la biométrie. En ce moment, puis la biométrie, c'est la première information qu'ils vont vous demander lorsque vous soumettez votre demande de permis de travail. La première chose que vous allez recevoir, c'est votre lettre pour passer la biométrie. OK, parfait. Ensuite, si votre biométrie elle est correcte, vous pouvez passer aux prochaines étapes. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Autre question, les tests médicaux, c'est obligatoire, pas obligatoire? Qu'est-ce qu'on fait avec? Les tests médicaux vont être obligatoires pour des personnes qui viennent de la liste des pays désignés par le Canada.
Ça, vous pouvez aller voir ça sur le site web, là. Alors, il y a des pays qui sont désignés, se doivent de passer des tests médicaux. Il y a des pays qui ne sont pas sur la liste désignée. Je donne des exemples. La France n'est pas sur la liste des pays désignés. L'Afrique est sur la liste des pays désignés. Alors, une fois que vous avez fait votre biométrie, c'est la deuxième étape. Vous allez recevoir une lettre qui vous demande d'aller passer un test médical. Puis le test médical n'est pas pour la COVID ou pas, là. C'est vraiment un processus là, pour détecter si vous êtes malade avant d'arriver ici. Là. Aussi, si vous n'êtes pas d'un pays désigné, exemple, je prends encore l'exemple de la France. Par contre, si vous voulez travailler dans des métiers de santé, des métiers d'éducation, exemple, là, de service de garde d'enfants, et vous allez devoir passer un test médical aussi. OK, parfait. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Au niveau il existe plusieurs types de catégories de permis de travail. On va prendre tout de suite ces deux-là. Donc, il y a avec EIMT et sans EIMT. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus par rapport aux avantages et aux inconvénients de chacun des deux permis là? Oui, alors, permis avec un IMT. Un IMT, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui veut dire étude d'impact sur le marché du travail. Un IMT, c'est l'étape de l'employeur. Parce que dans une demande de permis de travail, il y a deux étapes. Vous avez la demande de l'employeur. Lui, il doit se faire accepter, si on peut dire, en parenthèse, là, par le Canada et le Québec. Il doit se faire accepter son offre, si on peut dire, son besoin de recruter par les deux paliers gouvernementaux, le Québec et le Canada. Donc, il se doit de produire un document qui explique qu'il y a un problème de recrutement, qui a tout fait dans ses efforts pour recruter un Canadien et qui ne trouve pas de candidat pour combler le poste. Alors, c'est la raison pourquoi il s'en va recruter quelqu'un à l'étranger. Alors, c'est ça une étude d'impact. Il doit convaincre le gouvernement qui a tout fait les efforts et puis il ne trouve pas. Et puis, le gouvernement, lui, il va regarder son document, il va l'analyser, puis il va accepter l'employeur ou non. Alors, et si l'employeur est accepté, en ce moment-là, il obtient une lettre d'étude d'impact sur le marché qui dit qui est favorable. C'est ça, on appelle ça comme ça. Ça veut dire que la venue d'un travailleur étranger n'a pas d'impact sur le marché du travail chez nous. Autrement dit, ce que le gouvernement veut voir, c'est si votre venue en tant que candidat va enlever les emplois aux Canadiens. OK? Alors, lorsque l'employeur fait sa demande d'étude d'impact, il doit prouver que ça enlèvera pas les emplois à des Canadiens. Alors, s'il réussit à prouver ça, que c'est facile à prouver, à ce moment-là, il obtient sa lettre d'acceptation. Une fois que la lettre d'acceptation est là, c'est à ce moment-là que vous, de votre côté, le candidat peut faire sa demande de permis de travail. Et c'est la raison pourquoi un permis de travail requérant un IMT, ben, les délais sont plus longs. Okay? Parce que juste le délai de recevoir l'étude favorable du marché du travail, ça va entre le moment où on la commence puis on la finit, là, ça peut aller jusqu'à 6-7 mois. OK? Donc, de ce côté-là, c'est un processus quand même assez long, c'est un processus obligatoire. Puis ensuite, ben là, il faut compter le délai de permis de travail aussi. Et puis, votre délai de permis de travail, ça va dépendre du bureau de visa d'où vous allez le faire aussi. Alors, je vous dirais que l'avantage du permis de IMT, c'est que vous avez un permis de travail à un employeur, puis vous pouvez avoir un permis de travail jusqu'à 36 mois. Mais le désavantage, c'est que c'est long. Puis il faut que vous aiguisez votre patience aussi. Il faut que vous compreniez aussi, là, quand on rentre dans le processus, là, ben, c'est pour ça que des fois, que, vous dites, vous avez tendance, les candidats ont tendance à se décourager, là. Ben, c'est le processus étape employeur, puis ensuite étape candidat.
Puis aujourd'hui, compte tenu avec le COVID, mais il faut peut-être rajouter là, encore un délai encore plus élevé. Si on passe par ce processus-là. Par contre, c'est un processus qui continue, c'est que l'employeur peut faire cette démarche-là en tout temps. Il n'y a pas de quota. Ça aussi, c'est très positif. Il n'y a pas de restriction. J'ai vu la question passer. Il n'y a pas de restriction d'âge pour ce programme-là. Alors, si vous êtes âgé, que vous soyez de 30 ans ou 50 ans, votre âge n'a pas d'importance. OK? Puis, c'est ouvert pratiquement pour toutes les professions. La beauté, c'est pour certaines professions, pas pour toutes les professions. Vous pouvez amener votre famille avec vous et votre conjoint peut avoir accès à un permis de travail ouvert et vos enfants peuvent avoir accès à un permis d'études sur certaines conditions. C'est aussi un avantage. Et puis, par ce programme-là, au bout de 12 mois, vous pouvez, au bout de 12 mois de travail à temps plein, vous pouvez commencer votre démarche de résidence permanente. Merci Nathalie. Est-ce qu'il existe des sous-catégories au niveau des programmes de travailleurs étrangers temporaires? Oui, il y a une catégorie spéciale qui entre dans cette catégorie. Et puis, le programme, ça s'appelle le programme des talents mondiaux. C'est pratiquement c'est pratiquement les mêmes avantages, mais le plus gros avantage, c'est que c'est des traitements accélérés. Alors, l'étude d'impact que l'employeur doit faire, elle peut être faite en 2 semaines, et puis le permis de travail peut être fait en 2 semaines. Puis pourquoi c'est si accéléré que ça? C'est parce que ça s'adresse à 2 catégories d'entreprises qui ont vraiment des besoins urgents. Okay? Quand on parle de besoins urgents, je vous donne l'exemple. Là, ça peut être des entreprises novatrices là, à forte croissance, là, des entreprises de recherche, des entreprises biomédicales qui doivent pourvoir un poste là, rapidement. Ils en ont besoin tout de suite. Puis on le trouve pas au Canada parce que c'est des compétences uniques, c'est des compétences spécialisées. Exemple, quelqu'un en recherche médicale. Je vous donne l'exemple. Là. Alors, ça prend des candidats avec des connaissances là, approfondies, des diplômes élevés, et puis une bonne expérience, et au moins 5 ans d'expérience. Fait que c'est pour ça que si les délais sont si rapides, parce que c'est un besoin urgent, novateur. L'autre catégorie, c'est tout ce qui touche les professions de technologie de l'information et communication. Donc, il y a même une liste là admissible là, pour ça. On parle de tout ce qui est spécialiste en informatique, là, les architectes d'informatique, les ingénieurs, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est médias interactifs. Alors, Dieu sait, on a des belles entreprises ici au Québec et puis on en a besoin. Alors, ces candidats-là peuvent passer très vite là à un statut de travailleur. Par contre, peut-être un désavantage, c'est critères à respecter. Là. Il y a des critères autant pour l'employeur que pour les candidats là, stricts à respecter. Désavantages peut-être pour un candidat, là, j'en ai pas parlé, mais les permis de travail obtenus sur les programmes qu'on vient de parler, ben c'est des permis fermés à des employeurs. OK? Alors, vous pouvez pas changer d'employeur tant que vous êtes sur ces permis de travail-là. Si vous voulez changer d'employeur à ce moment-là, il faut que la démarche là, de IMT et permis de travail se refasse pour le nouvel employeur. Merci Nathalie. On va parler peut-être des possibilités de venir sans IMT. Oui, il y a aussi les permis de travail. Il y a des permis de travail qui font partie de programmes exemptés de IMT, si on peut dire. Là. Alors, il faut voir si les candidats pourraient pas pouvoir passer par ces programmes au lieu de passer par le programme long. Là. Je vous nomme une liste exhaustive. La beauté de ça, c'est qu'il n'y a pas de IMT, donc on passe directement là, au processus du permis de travail, là, avec une offre d'employeur, bien sûr. Là. Alors, il existe des accords que le Canada a fait avec
les pays de l'ALENA, le Chili, le Pérou, la Colombie, l'Union européenne pour certains métiers. Alors, si vous rentrez dans ces métiers-là, ben, vous allez peut-être pouvoir accès là, à ce permis exempté-là. On parlait tantôt de l'expérience de Mathilde là, avec son PVT. PVT fait partie de l'expérience internationale du Canada, qui est un programme aussi du Canada avec 35 pays qui y participent. Ça permet à des jeunes travailleurs de venir travailler, de faire des expériences de travail, de venir s'améliorer professionnellement rapidement. Ils peuvent rentrer rapidement. Et aussi, j'ai vu des questions sur est-ce qu'on peut se partir en affaires, est-ce que pour les gens d'affaires, qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, il y a des permis de travail qui sont exemptés de l'IMT là, pour des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des propriétaires exploitants. Alors, si vous êtes un entrepreneur, il y a peut-être vous êtes peut-être un candidat pour ce programme-là. Il y a aussi des accords de réciprocité si une entreprise a une filiale en France, elle pourrait faire des échanges, là, elle pourrait permettre à un travailleur français de venir travailler ici au Québec. Alors, ça fait partie là, d'une exemption de l'IMT. Ensuite, le permis de travail de votre conjoint si vous rentrez comme travailleur sur le programme des travailleurs qualifiés. Le permis de travail de votre conjoint, qui est un permis ouvert, rentre dans ces critères-là d'exemption. Puis pour les étudiants qui viennent étudier au Québec, vous avez aussi permis post-diplôme qu'on appelle, là, qui n'a pas besoin de faire de demande de IMT, là, aussitôt qu'il a fini ses études, bien sûr au Québec. Là. Alors, les avantages de ça, c'est que les délais sont beaucoup plus courts, car l'étape du IMT n'est plus là. Ça aussi, c'est sauf pour expérience internationale, c'est un processus continu, donc les programmes sont ouverts à l'année. C'est aussi la catégorie pour se partir en affaires, si vous voulez partir en affaires au Québec. Des avantages, mais là, faut vous rentrer dans les critères. Alors, il faut bien étudier les critères d'admission et les procédures. Les documents obligatoires sont différents d'un programme à l'autre. Puis des avantages, on va en parler plus tard, mais l'expérience internationale Canada, mais le programme n'est pas toujours ouvert. Moi, je vais faire un petit complément par rapport à ça. C'est sûr que on a souvent des gens qu'on recrute pour nos clients au Québec, donc dans différents endroits. On en a recruté dernièrement, en fin d'année dernière, en France. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide. Les gens qui ont un vrai projet de vie, que l'entreprise est prête, que les compétences répondent, bah, en 4 mois, ils peuvent arriver ici. Et 4 mois, c'est rapide, hein, parce qu'au moment où on vous donne l'accord, que les papiers se font et autres, que Nathalie prend votre dossier en main, les gens disent 4 mois, c'est long, mais quand on vous dit dans 4 mois, il faut que vous montiez dans un avion, il faut y avoir classé toutes ses affaires ou sa vie privée d'un côté, prêt à prendre une nouvelle vie, là, ça passe très, très vite. Là, donc, ça peut aller très, très vite. Maintenant, c'est sûr que, comme le disait Nathalie, il y a un quota chaque année de ces permis-là. Jusque-là, c'était plutôt assez favorable. Est-ce que ce quota de permis va être très restreint? On n'en sait rien. Mais c'est un très bon moyen. Une fois qu'on a trouvé une entreprise, bon, un des critères, c'est sûr qu'il faut être qualifié, il faut avoir un métier et autres. Et puis, il faut être moins de 35 ans, hein, selon la France. Mais il y a d'autres pays où c'est un peu plus jeune, 30 ans et autres. Et voilà, ça, c'est vraiment des contrats qui vous permettent d'arriver rapidement avec votre famille au Québec. Alors, on va parler des différentes étapes par rapport à l'expérience internationale Canada. Donc, Nathalie. Ben, si on revient à l'expérience internationale Canada, moi, j'aime en parler parce que c'est un programme que j'aime, j'adore, là, parce que c'est simple. Quand vous rentrez dans les critères, c'est simple. Là. Alors, l'expérience internationale Canada, c'est une entente conclue, comme je disais tantôt, entre le Canada et 35 pays autres. La liste des pays, la France fait partie, l'Autriche, la Suisse, pas de pays en Afrique, j'ai pas ma liste ici à côté, beaucoup de pays d'Europe, l'Allemagne, la Belgique, le Chili, la Croatie, l'Espagne, Hong Kong, l'Irlande, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas. Alors, il faut dire que ces 35 pays-là, ils ont chacun leurs critères. Alors, c'est important là, de connaître les critères.
bon, grosso modo, Mathilde nous l'a expliqué tantôt, là, comment ça fonctionnait, là, c'est que le Canada émet des quotas, okay, sur l'expérience internationale canadienne. Elle limite le nombre de candidats par pays. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle rouvre les bassins pendant l'année. La façon que ça fonctionne, c'est que le candidat doit ouvrir son profil. Et puis, comme Mathilde disait, s'il est chanceux, il va avoir une invitation à soumettre son dossier. C'est un processus qui est simple. C'est un processus qui est simple aussi pour l'employeur, là. Et programme ferme lorsque les quotas sont atteints. Pour parler de l'expérience, je vais vous parler des 3 programmes, mais un des 3 programmes, c'est sûr qu'il y a un programme qui est plus populaire que d'autres. Alors, souvent, c'est pas surprenant aussi d'arriver jusqu'à la fin d'année pour avoir encore des places disponibles. Alors, c'est quoi les 3 catégories de permis? La première, c'est celui que Mathilde nous parlait, le permis vacances-travail. Donc, ça permet à un candidat qui est jeune de voyager, travailler en même temps. Souvent, c'est 35 ans et moins, à peu près. C'est un permis de travail ouvert, ça veut dire, comme elle disait, elle a la liberté de travailler pour qui elle veut. Par contre, c'est le plus populaire des 3 programmes. Alors, les invitations, les profils, il y a de nombreux profils. Il y a trop de candidats pour le nombre de quotas ouverts. Alors, c'est pas tout le monde qui va pouvoir être invité, puis ça prend de la chance. Comme Mathilde disait, donc Mathilde, c'est une personne chanceuse. Le deuxième que j'aime bien, c'est, on appelle ça les jeunes professionnels, là. Nous, on dit les jeunes pros, là. Alors, c'est un permis de travail fermé. Un seul employeur, par contre, là. Alors là, ça vous prend un employeur qui vous fait une offre. Et puis, une fois qu'il vous a fait l'offre, vous pouvez, là, envoyer votre demande de permis si vous êtes invité là, à soumettre votre dossier. Donc, c'est fermé. Si je prends l'exemple de la France, vous allez pouvoir avoir un permis de travail de 24 mois. Mais c'est le 24 mois que vous êtes lié avec cet employeur-là. Et puis, c'est pour les jeunes professionnels qui veulent venir au Canada pour être meilleurs, vivre d'autres expériences aussi. Et puis, ça ne s'adresse pas à n'importe quelle profession, par contre. Alors, ça prend des professions ça va avec les diplômes habituellement, là. Alors, si vous avez des études équivalentes à des DEP, DEP, c'est des diplômes d'études professionnelles chez nous, et plus, vous allez être admissible, là, alors à soumettre votre dossier dans les jeunes pros. Je vous donne l'exemple. Malheureusement, je reviens avec l'exemple des préposés aux bénéficiaires. Si vous voudriez venir travailler comme préposé aux bénéficiaires au Canada, ce n'est pas codé pour les jeunes pros, malheureusement. Alors, il faut y aller par le processus long. Et puis, le troisième type de permis, c'est stage coop international. Et puis, Mathilde connaît l'expérience. C'est comme ça qu'elle est venue la première fois au Québec. Dans le fond, c'est un étudiant qui est inscrit à l'école en France, par exemple, et puis qui décide, qui doit faire une expérience professionnelle ou un stage dans une société pour pouvoir être diplômé. Alors, il pourrait demander à un employeur au Québec de le prendre comme stagiaire et pour faire son stage ici. Alors, ça pourrait être une possibilité aussi. Alors, expérience internationale Canada pour les pays admissibles, je pense que c'est la première chose à regarder avant de regarder pour les IMT. Merci Nathalie. Je vois que le temps file, il est déjà 11h24. On va essayer d'aller jusqu'au bout de notre programme. Première des choses, et c'est sûr que ça pose beaucoup de questions, en tout cas d'interrogations. C'est une des questions qui revenait le plus. C'est quoi l'impact du Covid-19 aujourd'hui sur les programmes d'immigration? Qu'est-ce qu'il en est des demandes qui sont en cours? Est-ce que les entreprises vont faire des demandes? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Parce que ce qu'on va vous dire aujourd'hui sera peut-être complètement différent dans 3-4 jours, une semaine. Ça, c'est quelque chose on le vit tous aujourd'hui, hein, on le voit même dans nos vies privées, ce qu'annonce un gouvernement, on revient en arrière parce que on découvre aussi cette maladie et puis les impacts. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au Covid-19 aujourd'hui?
Première chose, patience. Hein? Vous trouviez que les délais étaient longs, ça va être encore plus long, malheureusement. Là. Alors, patience. Si les gens ont des demandes en cours, peu importe les demandes, là, on parle des permis de travail aujourd'hui, mais peu importe les demandes, là, les demandes en cours sont traitées. Ils continuent d'être traités. Cependant, ils vont donner la priorité à tout ce qui a rapport aux services essentiels. Alors, exemple, vous avez une demande en cours pour un permis de travail pour être infirmier ou pour venir travailler dans le secteur de la santé, pour venir travailler dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation, le transport. Votre demande, elle va se traiter vite. Okay? Parce que en ce moment, c'est ce qu'on a besoin ici au Québec. Pour les nouvelles demandes, vous pouvez envoyer votre nouvelle demande parce que les gouvernements continuent à traiter les demandes. Alors, envoyez vos demandes. Ils vont faire la file. S'ils sont essentiels, ils vont être traités. S'ils sont pas essentiels, alors ils vont faire la file. Ne vous fiez pas aux délais qui sont inscrits dans les sites web. C'est certain que ça va être plus long. S'il vous manque des documents, la raison, il faut vous dire pourquoi il vous manque les documents, mais il faut que ça soit relié au COVID. Alors, si vous envoyez une nouvelle demande, puis vous n'avez pas obtenu un document, puis c'est pas à cause du COVID, votre demande pourrait être refusée. Ça, c'est important. Parfait. Ben, c'est sûr que oui, on le sait tous, on se doute que si les délais étaient assez longs avant, ben, c'est pas avec ça que ça va réduire, quoi. Est-ce qu'on peut se rendre au Canada aujourd'hui? Les frontières sont fermées, hein? Oui, il y a des règles pour certaines personnes qui peuvent se rendre au Canada. Pour les autres, c'est interdit, là, mais les exceptions, ceux qui peuvent se rendre au Canada, bien sûr, c'est les Canadiens, les citoyens canadiens, ceux qui ont déjà leur résidence permanente au Canada. Les Indiens chez nous, c'est les Autochtones en passant, c'est pas les gens de l'Inde, là. Les gens qui viennent de l'étranger, qui viennent des États-Unis, qui traversent les douanes, là, ils peuvent, si on arrive des États-Unis, on peut traverser les douanes, mais seulement sur des motifs essentiels. Il faut que ça soit essentiel. Si vous venez en tant que touriste, vous allez être refusé. Les gens qui viennent des autres pays autres que les États-Unis, oui, exemple, un travailleur étranger peut rentrer s'il avait déjà un permis de travail ou bien s'il avait sa lettre d'acceptation de son permis de travail, mais c'est seulement pour ceux qui sont des services essentiels. Alors, si vous avez un permis de travail accepté puis vous vous emmenez, si c'est pas un service essentiel, mon conseil, c'est retarder votre arrivée parce que il se peut que vous soyez refusé ou arrivé ici aux douanes. OK? Puis, j'irai même plus loin. De toute façon, ça se peut que vous soyez refoulé à l'aéroport parce que il y a des compagnies aériennes qui appellent les bureaux des visas de votre pays en ce moment et puis qui se renseignent sur vous, si vous allez être un travailleur étranger essentiel ou pas. Et si vous n'êtes pas un travailleur essentiel, ils vont vous refouler, vous ne prendrez pas l'avion. Alors, il y a aussi les membres de famille, les membres de famille des Canadiens là, et des résidents permanents qui peuvent arriver, mais sur certaines conditions. Grosso modo, là, qu'est-ce que ça veut dire là, si vous n'êtes pas un Canadien, un citoyen canadien, vous n'êtes pas un résident permanent, là, il faut que vous arrivez, il faut que ça soit essentiel votre raison de rentrer au Canada. Grosso modo, là, la logique derrière tout ça. Les PVT, s'il y en a, ceux qui ont déjà été acceptés, là, les PVT, on appelle là, approuvés, qui avaient l'intention de rentrer là, au début de l'été, c'est un permis de travail ouvert, n'oubliez pas. Hein. Alors, il va y avoir des bonnes raisons pour rentrer au Canada, puis la raison, c'est les motifs essentiels. Alors, si vous vous emmenez ici, vous n'avez pas d'emploi, vous allez être refoulé, vous allez être refusé aux douanes, ils vont vous remettre sur un avion, puis ils vont en partance de votre pays. Là. Alors, ils vont vous emmener seulement si vous avez un contrat et puis vous avez les bons documents et vous êtes dans les services essentiels. Et il faudra que vous prouviez que vous êtes dans les services essentiels. Visiteurs, tout ce qui est AVE, sont toutes suspendus. Les demandes de visa, de visiteurs, les délivrances d'AVE, ils sont suspendus, sauf pour ceux qui ont des motifs essentiels de venir. OK?
Un motif essentiel pourrait être, je sais pas moi, une grand-mère qui vient visiter son fils, qui vient prendre soin de lui parce que il est malade, puis il n'y a pas d'autre personne qui peut prendre soin de lui. Je donne un exemple, là. Ça c'est essentiel, mais il va falloir vraiment, vraiment le trouver. Alors, grosso modo, tout ce qui est traité en ce moment, là, c'est essentiel. Tout ce qui a rapport au service essentiel. Les autres demandes, ils sont laissés de côté. Ils vont les traiter lorsque tout le backlog des essentiels vont être traités. Ok, merci beaucoup Nathalie. On a parlé de différentes procédures pour ce qui arrive. Que faire quand vous avez été approuvé et que votre lettre d'acceptation expire? Qu'est-ce qui se passe? Et si vous avez une lettre d'acceptation qui expire, écrivez à IRCC, là, Immigration, là, par email et demandez de la prolonger. Ils vont la prolonger. Ok, parfait, merci. Par rapport au programme Expérience internationale, est-ce qu'il y a des choses à faire? Les rondes d'invitation sont suspendues. Vous pouvez continuer à remplir votre profil, mais il n'y a aucune demande qui va être traitée. Si vous faites demander votre biométrie, vous êtes accepté, mais la biométrie, on va en parler tantôt, mais les biométries vont être extensionnées, vont passer de 30 jours à 90 jours pour la faire. Les demandes en cours ne seront pas refusées, même s'il manque des documents. OK, vos demandes ne seront pas refusées, même s'il manque des documents. C'est juste de prouver que c'est à cause du COVID que vos documents sont manquants. La lettre d'introduction, on en a parlé, ça peut être, vous pouvez la prolonger en écrivant. Biométrie, les centres de traitement de biométrie sont tous fermés au travers le monde et on va avoir des directives plus claires qui vont s'en venir. Puis la période est extensionnée de 30 jours à 90 jours, le délai pour aller faire la biométrie. Et si dans 90 jours, les bureaux sont encore fermés, ils vont encore extensionner les délais. Test médical, COVID ou pas, ça dépend des pays d'où vous venez. Un pays désigné, vous faites un test médical. Un pays non désigné, vous n'en faites pas, sauf si vous travaillez dans le secteur de la santé ou avec les enfants ou des soins, tout ce qui requiert soins et éducation. Nathalie, merci beaucoup. Il est 11h32. On avait dit qu'on terminerait à 11h30, donc on est dans les temps. Je tiens à remercier Mathilde pour son partage et puis son expertise. Merci aussi beaucoup à toi, Nathalie, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est sûr qu'on est passé assez rapidement sur plein de projets, mais on voulait vraiment vous donner maximum d'informations en un minimum de temps. Il y a d'autres capsules qui vont être faites comme ça, qui seront peut-être un peu plus courtes, d'une demi-heure, avec des sujets bien particuliers à chaque fois, toujours dans le processus d'immigration. Donc, on va vraiment prendre étape par étape, c'est-à-dire globalement, je veux venir ici, comment je trouve un employeur. Une fois que j'ai trouvé un employeur, comment je mets mes démarches pour valider que ma candidature va être retenue et autres, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée. C'est quoi les avantages de faire affaire avec un recruteur? C'est quoi les avantages de faire affaire avec une consultante en immigration? Où aller chercher des expériences? On a vu ça dans la conférence d'aujourd'hui. Il y a plein de façons de faire, mais des fois, se faire accompagner, ça permet justement de gagner des étapes. Puis une chose qu'il ne faut pas oublier, puis moi je suis très à l'aise de le dire, c'est que souvent les employeurs du Québec, et puis c'est pas qu'au Québec parce que j'ai travaillé dans d'autres pays avant, quand ils reçoivent le CV d'un candidat, même s'il est super bon, mais qui est d'une autre région du monde, ben, ils ne donnent pas suite parce qu'ils ne savent pas comment faire. Puis c'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe quelle entreprise au Québec, vous lui dites, je sais pas moi, j'ai une infirmière ou j'ai un soudeur qui veut venir, il dit je suis intéressé, je sais pas comment faire. Donc c'est pour ça qu'ils font souvent affaire avec des intermédiaires, soit des recruteurs et puis des consultantes en immigration, juste pour se faire accompagner parce que une entreprise qui n'a jamais fait de recrutement à l'international, quand vous lui expliquez toutes les démarches qu'elle a à faire, la première de ces choses, c'est de se dire, ben non, je ne le ferai pas, c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Donc, il faut comprendre que si les entreprises font affaire avec des intermédiaires, c'est parce qu'elles veulent se faciliter la tâche. Et donc, si ça leur facilite la tâche, ça doit aussi vous faciliter la tâche par rapport à ça. Puis, important aussi de dire, normalement, vous n'avez pas de frais en tant que candidat quand vous venez ici, à part des frais administratifs, mais là, c'est pas nous qui déterminons, c'est le gouvernement canadien. Mais vous n'avez pas de frais par rapport à ça, c'est souvent soutenu par les entreprises directement qui recrutent les personnes. Donc voilà.
Donc, j'espère que cette conférence vous a ouvert pas l'esprit, mais les idées sur et donné plus d'informations sur l'immigration. Si vous êtes intéressé, suivez-nous sur nos pages. Là, on a deux pages Facebook et on va repartager cette conférence-là. Mais sachez qu'on va vous donner aussi les dates des prochains ateliers sur lesquels on va intervenir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer avant. Ça nous permet de les préparer et puis d'y répondre pendant ces conférences. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci de votre participation. Et puis, peut-être qu'un jour, on aura la chance de travailler avec vous, de vous voir au Québec. Donc, bonne fin de journée pour certains, bonne journée pour d'autres. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup.